Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et tous à la médiathèque protestante du Stift pour un double événement, la conférence de Luc Brandstätter consacrée à la vie et l'œuvre de Camille Claus, qui sera suivie, donc, comme je vous le disais à l'instant, par l'inauguration de l'exposition Icône de la présence. Et je remercie d'ores et déjà Louise Claus Bock, fille de l'artiste, ainsi que Pasquelin, qui se trouve à gauche de Luc, et Jean-Louis Mandel, qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure, pour leur implication dans ce projet et leur présence ce soir. Je remercie également le Nouveau Messager, journal protestant régional et dernier partenaire de ce projet, en la personne de son directeur Pierre Marchand, qui est l'une des chevilles ouvrières de cette exposition. Je dois enfin excuser deux personnes ce soir. Mathieu Arnold, auteur du livre Un enfant nous est né, le dernier travail d'illustration réalisé par Camille Claus et dont l'exposition présente, vous le verrez en bas ce soir, le travail préparatoire et les œuvres définitives. Et enfin, le père Thomas Wender, actuel curé de la paroisse du Christ ressuscité, qui a permis que cette exposition puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. En un sens, cette exposition est aussi un projet œcuménique, et si les médias qui sont venus en parler, et nous les en remercions, ont retenu la dimension la plus accrocheuse, sans mauvais jeu de mots, de l'histoire derrière ce projet, j'aimerais souligner aussi son caractère interconfessionnel, surtout en ce moment. Enfin, et là en étant fidèle à la carrière de Camille Claus, ce projet revêt également une dimension pédagogique, puisque les cartes postales de la série des icônes de la présence ont été réalisées dans le cadre d'un exercice d'une classe d'élèves du lycée Gutenberg-Kirch. Et je remercie pour finir Jean-Claude Schwitz, leur enseignant, d'avoir permis ce partenariat. Tous les goodies, comme on dit de nos jours, autour de l'exposition sont disponibles à la vente. N'hésitez pas à vous tourner vers nous durant la soirée si vous voulez emporter l'un ou l'autre souvenir de cette exposition. J'en viens à la présentation de notre conférencier. Originaire de Roto, Luc Brandstätter entre aux Arts décoratifs de Strasbourg en 1966, où il suit notamment les cours des deux Camille, Claus et Hirtz. Jusqu'en 2011, il est enseignant en lycée tout en poursuivant son travail d'artiste, qu'il décrit lui-même comme celui d'un peintre pythagoricien à tendance symboliste. Il a présidé l'AIDA de 2008 à 2011, il anime le groupe 7 à voir, et comme membre du comité des artistes de l'évêché, il collabore depuis de nombreuses années à l'organisation des expositions du Chemin d'Art Sacré. Enfin, il est parmi les membres fondateurs de l'association L'Île du Peintre, qui défend la mémoire et l'œuvre de Camille Claus, et je tiens à le remercier très chaleureusement pour son implication tout au long du projet de l'exposition Icône de la présence, que nous inaugurerons donc d'ici 1h15, en fonction du temps de questions que vous prendrez à la suite de la présentation de Luc. Je vous dis donc bonne conférence à toutes et tous, et à tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort encore? Plus fort. Voilà, ça va aller mieux, je pense, comme ça. Merci. Donc, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette conférence sur Camille Claus. On va donc démarrer. Camille Claus naît le 30 septembre 1920 à Strasbourg. Son père, boucher et marchand de bestiaux, est un des créateurs des abattoirs de la ville de Strasbourg. Sa mère est issue d'une famille de potiers de Soufflenheim, où il passera ses vacances dans son enfance. Enfant unique, il dit ne pas avoir de bons souvenirs de cette période. Un fait pourtant l'a marqué, un peu plus âgé. Son père, de retour de Russie en 1920, qui d'ailleurs s'appelait aussi Camille, était très croyant. Il ne comprenait pas pourquoi il se renfermait dans sa chambre tous les jours en rentrant du travail. Sa mère lui apprit plus tard que c'était pour prier. Après une enfance et une adolescence sans problème particulier, il nous dit cependant qu'il n'aimait pas l'école, était même un élève assez médiocre, mais avait déjà de grandes passions pour la lecture. Il interrompt ses études classiques avant le baccalauréat et entreprend des études de comptabilité sur les conseils de son père. Au moment de l'évacuation de Strasbourg en 1939, la famille s'installe pour quelque temps au Sable d'Olonne, en Vendée. Le père de Camille tombe malade, ne supportant pas d'avoir dû quitter l'Alsace. La famille s'installe alors au col du Bonhomme. Camille descend régulièrement à Colmar se procurer des livres et, pour ne pas s'ennuyer, s'achète une boîte d'aquarelle et du papier. Il réalise alors paysages, portraits, compositions florales,
ses véritables premières œuvres. Les cours de dessin au lycée ne l'intéressant absolument pas. Il parle de chahut monstre, de lecture douteuse, c'est du n'importe quoi, dit-il, sauf du dessin. De retour à Strasbourg, il reprend ses cours de comptabilité et s'inscrit au cours du soir des Arts Déco. Il a pour professeur, entre autres, Philippe Cam, qui était un peintre très important dans l'histoire de l'art en Alsace, et plutôt classique. Mais Philippe Cam, très ouvert, lui dit « Non, non, peins comme tu en as envie, vas-y ». Il rencontre là deux de ses futurs amis et collègues, Camille Hirst et Louis Wagner. Pourtant, ça ne va pas très bien se passer, cette histoire des Arts Déco. Il en est exclu, au bout de quelques temps, pour indiscipline et tendance judéo-plutocratique. Il faut dire que l'école des Arts Déco était très nazifiée à cette époque-là. Il avait réalisé entre autres des nus sur du papier d'emballage avec des pastels rouges, verts et bleus, et ça ne plaisait pas beaucoup au directeur. C'est alors qu'il doit se présenter au conseil de révision en vue d'une future incorporation dans l'armée allemande et doit signer son livret militaire, ce qu'il refuse absolument de faire. Ce comportement le conduit au camp de redressement de Schirmeck. Durant cet internement, il réalise des portraits et un jour, au cours d'un appel, on demande aux témoins de Jéhovah de sortir du rang. Il s'avance avec eux. Mis en cellule, il nous révèle que c'est là qu'il a appris à prier. Les autorités découvrent qu'en réalité, né, il est catholique, le remettent avec les autres prisonniers. Ses compagnons de cellule sont envoyés directement au camp du Schmuthof et mis à mort. Incorporé de force dans l'armée allemande, il est envoyé directement dans un régiment d'artillerie à Dresde, plus souvent à l'infirmerie qu'à l'entraînement militaire. Comme à son habitude, il y réalise de nombreux portraits. Remarqué par le commandant du régiment, qui d'ailleurs est avocat, qui adore l'art, qui n'est pas du tout d'esprit militaire, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a participé à l'attentat contre Hitler et sera exécuté à ce moment-là. Donc ce commandant, voyant le travail de Camille, lui commande un portrait à l'huile du commandant et de sa famille. Et donc, Camille lui dit « Oui, mais c'est bien, je veux bien faire un portrait à l'huile, mais je n'ai pas de matériel du tout. » Et on lui donne 3 jours de permission pour venir à Strasbourg récupérer son matériel. Il repart donc à Dresde. Son commandant ne veut pas l'envoyer sur le front russe, donc lui fait entreprendre des études de géomètre. Et c'est là qu'il va découvrir toute la vie artistique souterraine de Dresde, et notamment un groupe de peintres, de jeunes peintres et de 2 peintres suédoises qui vont l'ouvrir à l'art moderne, on va dire, du moins à l'expressionnisme allemand de l'époque. Il va donc découvrir surtout le mouvement Die Brücke, avec des peintres comme Otto Dix, comme Nolde, comme Beckmann, comme Kirchner. Et ça va beaucoup, effectivement, le marquer dans son travail. Malgré tout, on demande des géomètres sur le front russe, et il est obligé de partir. Et il va donc passer cette partie de la guerre sur le front à faire des relevés pour l'état-major allemand. C'est également durant cette période que Camille va retrouver Angèle, qui sera son épouse durant 50 ans. Il la connaissait déjà. Il semblerait qu'ils se soient rencontrés au col du Bonhomme, et Camille avoue, on avait un petit peu flirté. Ils se sont retrouvés aussi à Wissembourg, où ils étaient parrain et marraine d'une même filleule. Mais Angèle aussi est internée à Schirmeck, parce qu'elle faisait partie de groupes de résistants qui faisaient passer des prisonniers de l'autre côté de la ligne de démarcation. Un ami commun lui écrit à Dresde pour lui dire que si Angèle n'épouse pas un soldat allemand,
elle va être envoyée directement au camp de Majdanek. Et donc là aussi, Camille va voir son commandant. Tous les papiers se réalisent et il a une nouvelle permission de 3 jours pour venir épouser Angèle. De retour à Dresde, il part donc sur le front russe, fait son travail de géomètre, et l'avance russe étant inexorable, le 8 mai 1945, il est livré aux Russes, qui l'envoient pratiquement directement au camp de Tampov, comme tous les malgré nous alsaciens. Il y retrouve d'ailleurs Camille, qui y était déjà depuis quelque temps. Comme il se déclare peintre à l'arrivée au camp, on l'installe dans la baraque des intellectuels. Ça va quand même lui permettre de ne pas faire partie des commandos qui allaient dans les bois faire des recherches, couper du bois, chercher de la tourbe, etc. Donc il va rester dans le camp et on va lui demander de peindre des portraits de Staline et de Tito. Je ne sais pas s'il a beaucoup aimé, mais enfin bon, il les a fait. En 1945, donc, le commandant du camp lui avait commandé une grande toile, lui avait donné un grand lit pour peindre cette toile, et il est en train de la peindre, et un de ses camarades lui dit « Mais attends Camille, demain matin on part par ordre alphabétique, tu dois partir demain. » Il ne va pas à l'appel, il reste à sa toile, et il continue à peindre. Donc il restera un peu plus longtemps que les autres à Tampov. Il va revenir donc fin 1945 à Strasbourg, malade, amaigri, ne pesant plus que 40 kilos. La réadaptation à la vie civile sera très difficile. Et même ses retrouvailles avec Angèle, qu'il n'avait plus vu depuis leur mariage, le 9 juin 1943. Il décide même de se séparer momentanément, Angèle retournant quelques semaines dans sa famille pour permettre à Camille de poser ses valises et de refaire surface. Le couple s'installe donc à Strasbourg et Camille décide alors de se consacrer entièrement à la peinture. Mais ne voulant pas que sa femme travaille, il accepte la proposition de son père et va donc travailler comme comptable aux abattoirs de Strasbourg durant 10 ans, jusqu'en 1955. 2 enfants vont naître de cette union, Louise, qui est avec nous ce soir, en 1947, et Philippe, en 1951. Comme il le dit lui-même, la semaine, c'est le boulot, de 6h du matin à 7h du soir, et le week-end, enfin, c'est la peinture. Il avoue aussi que la vie de famille n'était pas toujours très facile dans ces périodes-là. Mais, dès 1946, il commence à exposer à Strasbourg et aussi à Paris. Cette première période relatera son vécu durant la guerre. Une peinture violente, sombre, très marquée par l'expressionnisme allemand et son passage à Tampov. Mais assez vite, il abandonnera cette première manière et sous l'influence de ses rencontres à Paris, et notamment avec Herbin, peintre à l'abstraction géométrique rigoureuse, il évoluera vers une abstraction lyrique puis géométrique. Il expose en 1949 à la Galerie Actuarius des œuvres qui font scandale. S'en suivra une période de 4 ou 5 mois de doute profond où il abandonnera ses pinceaux. À la fin de 1951, il se remet à peindre d'une façon figurative et dit « Je retrouvais une peinture imaginaire, figurative, lisible, évoquant un monde de rêve. » Il avait fallu, après la période de Tampov qui était tellement personnelle et violente, qu'il passe par cette période abstraite. C'est un peu comme s'il avait voulu d'un seul coup effacer de sa peinture l'anecdote, la petite histoire, pour se concentrer sur les choses importantes, sur sa vie intérieure. Il expose alors à la Galerie Greuze à Paris, entre autres, mais la promotion de son travail et la vie mondaine qui l'entoure ne lui conviennent pas. En 1955, il stoppe définitivement son travail chez son père, ne supportant plus ses contraintes. Il acceptera quand même quelques petits boulots, enseignera le dessin au lycée de Matzenheim, qui était collège, je crois, à l'époque, pour survivre. Dans sa peinture s'ensuit une période de recherche active,
entre expressionnisme, modernisme, voire surréalisme. Entre peinture, littérature et poésie, Camille évolue alors vers un réalisme onirique, nourri de spiritualité et de mysticisme, qui restera alors une constante dans toute son œuvre. Sur le plan formel, sa peinture se simplifiera, trouvant alors dans une construction géométrique rigoureuse une ligne claire et une palette fine et douce où les gris colorés prendront toute leur valeur. Dans son travail pictural, huile, estampes, dessins, aquarelles, illustrations pour ses textes ou pour de nombreux auteurs qui s'accumulent, mais il faut dire aussi que son travail d'écriture est tout aussi important. Poésie, romans, chroniques, critiques littéraires et son journal tenu quotidiennement en attestent assurément. Tout va basculer en 1959. Son ami, Camille Hirtz, lui annonce qu'un concours est ouvert aux Arts Déco pour un poste de professeur de composition décorative. On appelle composition décorative donc toute l'étude de la composition, des formes, des couleurs, toute la base, en définitive, du travail du peintre. Il doute un peu, mais soutenu par Angèle, il se présente et obtient le poste. À la rentrée de 1960, il se retrouve donc devant ses élèves. Il dira par ailleurs « Je n'ai jamais voulu être professeur, mais enseignant ». Petite anecdote, c'est dans ces années-là que j'ai rencontré Camille pour la première fois. Ça devait être au printemps 61, quelque chose comme ça. J'étais à l'époque interne au lycée Kléber, et quand on était sage, le jeudi après-midi, on nous emmenait en rempart 3 à l'orangerie, où on nous libérait 1 heure de temps. Et au printemps 61, je pense, j'ai vu un groupe d'élèves et Camille au bord du lac de l'Orangerie en dessinant. Et curieusement, en rentrant le soir à l'étude, j'ai pris mon bloc à dessin, j'ai fait une petite aquarelle moi aussi. C'était ma première œuvre qu'on ne m'avait pas demandé. Donc c'est vrai que quand je dis que j'ai un profond respect pour Camille, il commence dès cette année-là. Il enseignera donc pendant 20 ans aux élèves la composition, le monde des couleurs, l'aquarelle. Contrairement à beaucoup de ses collègues qui ne connaissaient que l'enseignement par l'exemple, dans le meilleur des cas. Petite anecdote encore, comment se passaient les cours aux Arts Déco dans ces années-là. Il y avait des professeurs qui venaient à 8 h le matin, qui vous posaient une brouette au milieu de la salle, et qui revenaient à midi moins le quart chercher vos dessins, et qui vous les rendaient la semaine d'après, notés, avec plein de rouge. Non, c'était mauvais. Bon, pendant ce temps, ils étaient dans leur atelier en train de peindre pour eux. Au mieux, le professeur vous disait « mais donne-moi ta place », il prenait son crayon, il vous faisait un petit dessin sur votre feuille, il vous disait « c'est comme ça qu'il faut faire ». Il est vrai que Camille sera un véritable pédagogue à cette époque-là, au service de ses élèves, avec bienveillance, mais aussi avec la bordure quand c'était nécessaire. Mais ces cours, on avait 8 heures donc en composition décorative, le matin, 8 heures, on avait un véritable cours. Pendant plus d'1 heure, il y avait des choses au tableau, il y avait des notions, et ensuite on faisait des exercices d'application toute la journée. Donc c'était véritablement des cours. C'était aussi d'ailleurs un des rares professeurs qui nous sortait de l'école. Tous les autres, non, restés. On a été voir des expositions à Paris, à Bâle, à Baden, etc., etc. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était très à l'écoute, très ouvert et prêt à nous donner énormément de choses. Pour illustrer cela, il nous demandait en première année de réaliser un livre avec texte et illustration. En 1967, ses élèves le mettront au défi d'en réaliser un lui-même.
Il accepte. Et au bout de 3 semaines, il leur présente le livre des jours. Une trentaine de grandes aquarelles et de textes évoquant la Genèse et aboutissant à une évocation du Christ et de son rejet par les hommes. Chose assez curieuse, c'est une des premières traces véritablement d'œuvres sacrées dans son travail, puisque jusqu'alors il n'avait pas fait d'art sacré. Et son véritable travail pour les églises viendra beaucoup plus tard. Il faut dire qu'il en tirera même un argument de ballet, d'oratorio ballet, qui s'appelle le livre des jours, dont il fit les décors, qu'il fit le costume, qu'il fit le texte. C'est Jean-Paul Baumgartner, qui était professeur de composition au Conservatoire de musique de Strasbourg, qui en a fait la musique. Une musique, paraît-il, assez contemporaine pour l'époque et qui a été assez mal accueillie. Je dois dire, l'œuvre n'a pas fait de longue date à l'Opéra du Rhin. Mais bon, je suis en train d'ailleurs de rechercher des documents sur ce ballet et je pense pouvoir, pour une prochaine exposition, montrer des photos. C'est tout un espoir. En 1980, lors du départ à la retraite de Camille Hirtz, François Cacheux, directeur de l'école, lui demande de prendre sa succession et de diriger l'atelier de peinture. Cette nouvelle adaptation n'évoluera pas toujours dans des cieux cléments et l'amènera en 1985 à demander sa mise à la retraite. C'est vrai que pendant 20 ans, il avait enseigné à des petits jeunes qui débarquaient, où il avait plein de choses à leur apprendre. Et puis d'un seul coup, il s'est retrouvé avec des élèves plus âgés, qui savaient déjà tout, qui avaient déjà des débuts de carrière, qui avaient déjà un style personnel, et donc c'était difficile de s'entendre quelque part. C'est ce que certains de ses élèves m'ont dit. Une question, maintenant il est à la retraite, donc on va faire un peu un point sur certains points de sa personnalité, de sa vie. Une question est souvent posée. Était-il croyant? J'en suis totalement convaincu. Profondément croyant, voire mystique. Il étudiait d'ailleurs le mystique rénan et notamment Maître Eckhart. Il participe à des rencontres avec des religieux chrétiens et des moines bouddhistes. On peut aussi relater ici sa profonde et très longue amitié avec le frère Médard, du FEC, à Strasbourg. Foyer de l'étudiant catholique pour ceux, mais tout le monde connaît le FEC. Il s'affirmait d'ailleurs catholique romain et vivait sa vie de catholique toutes les semaines dans une paroisse d'Egolsheim, de Königshofen. Oui, il vivait à Egolsheim et il allait à Saint-Jean-Bosco à Königshofen. Si on prend son journal, parce qu'il faut dire, tout à l'heure on a dit qu'il écrivait beaucoup, il peignait toute la journée. Quand la lumière déclinait en fin d'après-midi, il se mettait une petite table de son atelier avec une petite lampe et il écrivait. Et il écrivait tout le temps, il écrivait partout, il écrivait des lettres, il écrivait des chroniques. On en reparlera un peu tout à l'heure. Mais dans son journal, donc, Dieu revient souvent. Il était bien sûr anticlérical, se méfiait des églises, de leur hiérarchie, de la temporalité. Ses œuvres sacrées s'adressaient directement aux fidèles. Et 8 lieux religieux du département en témoignent. Nous trouvons donc ces œuvres dans les églises de Gunstedt, Kuttolsheim, du Christ ressuscité de Strasbourg, qui n'est plus le cas, puisque nous pourrons en parler tout à l'heure pendant la visite de l'exposition, de Notre-Dame de la Paix à Célestat, du temple de Wolfisheim, de la chapelle des hôpitaux de Haute-Pierre et du Neuenberg à Envillers, et également la chapelle du Fec. Donc, ces œuvres ont été réalisées en général à partir des années 1990. Tout s'est déroulé suite à une rencontre. Il va à une cérémonie religieuse pour un de ses filleuls à l'église du Christ ressuscité, et après cette cérémonie religieuse, ou dans les temps après, il rencontre le curé de la paroisse,
et M. Pierre Goetz, qui était président du conseil de fabrique à l'époque. Et au cours de ces discussions, il en ressort qu'on va lui commander une série de 4 grandes œuvres sur la vie du Christ. Donc il y a la Vierge à l'enfant, il y a la crucifixion, la résurrection et la Pentecôte. Et on peut discuter un petit peu sur ce sujet, mais on pourra en parler tout à l'heure au sous-sol. Entre-temps, Camille arrive à sa période de maturité. Sa peinture, enfin, a trouvé le style qu'on lui connaît, qu'il va maintenant approfondir au cours de toutes ces années qui vont venir. Mais il est devenu incontournable dans le milieu culturel alsacien. Il est reconnu comme un peintre majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, mais l'écrivain, l'humaniste, le poète sont tout aussi respectés et écoutés. Son œuvre littéraire est vaste et très variée. On peut citer des recueils de poèmes, Solstice en 1947, Les Miroirs en 1952, un roman, Frédéric le Peintre, une pièce de théâtre, La vie cachée, d'autres textes, La traversée de l'ombre, Le démon du voyage, une mythologie rhénane, le livret d'un ballet, on en a parlé tout à l'heure, de nombreuses chroniques, et notamment pour la revue Élan. Pour son ami, donc le frère Médard du FEC, à chaque sortie de la revue Élan, il avait droit à la dernière page où il faisait une chronique. D'ailleurs, le FEC a réédité un petit livret avec une partie de ces chroniques, et je crois qu'on peut encore le trouver assez facilement. Il travaille aussi énormément pour les dernières nouvelles d'Alsace, où il fait autant de chroniques que de critiques littéraires, ce qui permettait l'arrivée de plein de livres à la maison, qui bénéficiaient à toute la famille. Camille va donc poursuivre de 1985 à 2005 sa carrière de peintre à travers de très nombreuses expositions. On voit bien maintenant dans les photos qu'on passe ce style abouti, définitif de Camille. On a donc un travail tout en finesse. Il y a un dessin souvent extrêmement simple, et puis après il y a une recherche au niveau des couleurs, des diaprures, des nuances. Il ne travaillait pas au pinceau mais au couteau en étalant ses peintures. Ces peintures n'ont pas de matière, elles sont extrêmement lisses. Ce qui est important, c'est le sujet, le thème, le fond de la matière. Il disait lui-même d'ailleurs que le métier du peintre, c'était tout à fait secondaire, ça ne l'intéressait pas. Il avait sa technique qui marchait bien, il s'en est tenu à ça pendant tout le temps, et ça a très bien fonctionné. Un dernier travail l'occupe en 2005, l'illustration du livre de l'historien Mathieu Arnold, Un enfant nous est né, compilation de textes autour de la nativité. Il dira d'ailleurs à M. Arnold qu'il ne dessinera absolument pas de nativité dans son livre. C'était l'indiscipline de la période Art déco quand il y était élève continue. Donc il décide de faire 24-25 illustrations pour ce livre. Il y travaille jusqu'en juin 2005. Et là, il écrit une dernière lettre à sa famille, une dernière lettre au pasteur Arnold. Et dans la nuit du 2 au 3 juillet 2005, il décide de nous quitter, laissant un grand vide dans la société alsacienne, mais également dans le cœur de ses amis et des centaines d'élèves qu'il a formés au cours de sa carrière. J'ai compté qu'il a eu à peu près 1000 élèves en 25 ans aux Arts déco. Puisque pendant 20 ans, il avait les 2 premières classes de première année, ce qui faisait 48 élèves chaque année. Donc on est à peu près à 1000 élèves. En 2006, l'année après sa disparition, une association est créée qui se nomme l'île du peintre Camille Claus,
dont le but est de faire vivre sa mémoire et d'empêcher que son œuvre tombe dans l'oubli. Il est vrai que cette année qui marque donc les 20 ans de la disparition de Camille nous a permis, enfin l'année dernière, puisque c'était en 2025, nous a permis donc de réaliser toute une série d'expositions, notamment à Niederosbergen au printemps, au mois de mars, en juin à Célestat, et maintenant à la Bibliothèque du Stift à Strasbourg. Ça nous a permis de rencontrer énormément de gens qui avaient connu Camille. Camille est resté énormément dans la mémoire des gens. Et on a découvert à travers ces expositions qu'énormément de personnes possédaient des Camilles qu'on ne connaissait même pas. Et c'est assez merveilleux pour nous, les membres de l'association, de retrouver tous ces documents et petit à petit de pouvoir faire vivre cette mémoire. Et ça nous permettra également, dans les années à venir, de faire d'autres expositions consacrées à Camille Claus. Je voudrais terminer. Ça va, je suis pas trop. Je tiens à vous signaler donc, que Jean-Louis Mandel, qui est avec nous ce soir, organise le 7 février un circuit découverte qui emmènera les participants à Gunstedt, Haguenau et Bischwiller pour admirer des œuvres peu ou pas connues et qu'il reste des places disponibles. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez me poser. Merci. Thomas, tu veux poser une question? C'est bien. Ah oui, d'accord. Donc je vais faire circuler le micro dans la salle. Si vous avez des questions, manifestez-vous. Juste avant qu'on passe au temps des questions, comme vous êtes nombreux, on est très contents, mais il faudra être un tout petit peu discipliné pour sortir de la salle sans marcher sur les derniers qui sont arrivés, pour ensuite descendre à la médiathèque quand on aura fini le tour des questions. Et le bulletin d'inscription à la journée que Luc vient d'évoquer est sur la table. Si jamais il n'y en a plus quand vous sortez, n'hésitez pas à revenir vers nous. On en imprimera en bas tout à l'heure. Voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Bonsoir. Je vous remercie de toutes vos explications. Je suis rentré à l'école des arts décoratifs en 1959. Je voulais savoir dans quelle section a été Camille Claus avant d'être professeur à temps partiel dans le CAFAS. Alors moi j'ai été d'abord élève de Wagner, Hirtz, et ensuite j'ai rencontré Camille Claus comme nouveau professeur. Donc pour nous il était plutôt dans la couleur, coloriste, mais il n'avait pas un positionnement très fort, quoi. Donc le travail est essentiel. Pendant 20 ans, les cours essentiels de Camille ont quand même été les cours de première année. Donc il prenait les élèves qui arrivaient à l'école, il les avait 12 heures par semaine. Il y avait 2 classes, ça lui faisait déjà 24 heures. Donc on avait 8 heures de composition décorative et 4 heures d'aquarelle. Et c'était l'essentiel de son enseignement dans les années 60, à partir de 66, quand moi j'y étais. Oui, je pense que peut-être qu'au début il enseignait aussi en CAFAS, mais après, d'ailleurs après 1968, le CAFAS en tant qu'enseignement formel avait été supprimé, et ça se passait uniquement sur présentation de dossiers. Il y avait un concours pour entrer au CAFAS. Oui, mais ça n'existait plus après. J'ai rentré en première année, en peinture, et ensuite le cacheux que j'ai bien connu m'a dit bah, tu peux aller en CAFAS, c'est un niveau quoi. Et ensuite, après j'ai fait mes études de CAFAS, et après je suis allé aux Beaux-Arts à Paris. D'accord. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas, le CAFAS, c'était le certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure. Ça correspondait un petit peu dans les écoles d'art à un niveau bac. Parce que quand on avait le CAFAS, on pouvait aller au resto U. Quand on ne l'avait pas, on n'y allait pas.
Bon, mais ça permettait également, à l'époque, quand on avait le CAFAS, pour ceux qui voulaient rentrer comme maître auxiliaire dans l'éducation nationale, de pouvoir rentrer comme maître auxiliaire et après se faire titulariser. C'était une façon aussi d'aborder une certaine carrière d'enseignant. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une question concernant peut-être un point plus dialectique. Est-ce qu'on a une idée de la place qu'avait l'alsacien dans la vie de Camille Claus? Est-ce qu'il a écrit en alsacien, par exemple? Oui, oui. Oui, Camille parlait alsacien, a écrit également en alsacien, sans aucun problème. En général, bon, aux Arts Déco, ils ne le pratiquaient pas, puisqu'il y avait peu d'alsaciens souvent dans les cours, donc on ne parlait que français. Mais là aussi, j'ai une petite anecdote. Un jour, on est parti à Paris pour voir l'exposition Vermeer de Delft et les hommages à Picasso. Et en fin d'après-midi, on était tous assez fatigués. On était partis à 4h du matin en train de Strasbourg. Et donc, on a été tous prendre une bière dans un bistrot près de la gare de l'Est. Et là, d'un seul coup, Camille s'est mis à parler alsacien et a commandé au serveur Mennele et compagnie pour l'appeler et pour commander de la bière à tout le monde. Donc, il avait retrouvé son alsacien ce soir-là. C'est bon. Sinon, il ne nous parlait jamais effectivement en alsacien, mais il n'y a pas de souci. Hein. C'est comme j'ai dit qu'il était profondément croyant. C'était quelque chose de profondément personnel chez lui. Ça n'intervenait absolument pas pendant son enseignement et pendant ses cours. C'était un domaine totalement privé et personnel. Quoi? Vous ne parlez pas l'allemand. Non, l'allemand, l'allemand, il le parlait puisqu'il l'avait appris à Dresde. Oui, mais il ne parlait pas. Ah oui, il n'avait peut-être pas envie de parler, c'est autre chose. Il parlait parfaitement l'allemand. Et en dehors du public, il parlait facilement l'allemand. Il avait des amis allemands. Donc il était très... Pour lui, l'allemand, c'était une deuxième langue. Malgré tout ce qu'il a vécu, il était pour l'Europe, il était pour l'amitié franco-allemande. Il illustrait également des livres en allemand, comme en France, des livres sans distinction. Bonsoir, merci pour cette très intéressante conférence. Je me demande ce qu'il est possible de dire, s'agissant de Camille Claus, au sujet de son attachement à sa région, qui ne semble pas ressortir particulièrement de son œuvre. Mais ça ne veut rien dire, en fait. Hein. Je suis sûr qu'il y a des choses à dire s'agissant de son attachement à sa région, l'Alsace. Dans son œuvre, ça ne paraît peut-être pas en premier abord, mais on a quand même des paysages de plaine d'Alsace et de lignes des Vosges et de collines continuellement. On a également des maisons alsaciennes dans le livre des jours et ailleurs. Donc effectivement, quoi. Il y a la mythologie du Rhin, hein, qui est donc Une mythologie alsacienne. Oui, et la mythologie alsacienne. Donc effectivement, non, il était très ancré dans sa région, je pense. Et c'était très important pour lui, c'est la région Alsace. Non. Mais ça transparaît donc d'une façon délicate dans son œuvre. C'est dans ses chroniques qu'il paraît, Oui. notamment dans le livre, Pensée vive. Oui. Il y a plusieurs chroniques. Oui, il y a l'alsacien, une pensée vive, il y a, dans ses textes. Non, il en parle. Non, c'est important pour lui. Hein. Oui. Même si dans son œuvre même, ça ne transparaît pas toujours directement. Oui, comme dit mon collègue, son œuvre n'est pas folklorique. Hein. Voilà. C'était encore une fois le symbole de l'Alsace. Ces personnages, c'était pas Monsieur X ou Monsieur Y, c'était un homme ou une femme. Ces paysages sont alsaciens. Mais ce n'est pas le paysage de la vallée de la Bruche ou de... Merci.
Je voulais savoir si vous avez une explication quant aux personnages qui survolent les paysages, souvent, que l'on voit souvent. Oui, c'est pas non, c'est pas mais C'est Camille. Oui, c'est ça. Est-ce que Camille pour lui, qui ça a vit une dans son signification univers. particulière? Son univers, c'était un univers onirique. C'est surtout Chagall, hein. C'était un univers poétique, onirique, et c'est lui qui vit dans ces paysages et qui se promène. Si on regarde dans son œuvre, très très souvent, il a fait d'abord beaucoup d'autoportraits, vous en avez vu quelques-uns là, dont le plus ancien, tu peux l'en passer, peut-être le premier de 44, 43, 44, non, 44. Moi j'en ai un 43. Portrait donc qu'il a envoyé pour les noces d'or de ses parents de Dresde. Donc il y a énormément de portraits et ben, c'est toujours lui. En fait. Il est partout. Et ces autoportraits, on en a des séries entières. À ce sujet, en fait, il y a un premier tableau qui s'appelle le peintre s'appelle Frédéric ou Frédéric le peintre, et qu'il a peint en 1950. Ça a été le premier tableau qu'il a peint après sa sortie. Voilà, c'est celui-ci. Sa sortie de l'abstraction géométrique. Il a passé, je crois, à peu près 1 an sous l'influence d'Herbin, du peintre Herbin, à faire de l'abstraction géométrique. Et puis tout d'un coup, enfin, il s'est rendu compte, il le raconte à plusieurs reprises, que finalement c'était pas fait pour lui, c'était pas ce qu'il voulait faire. Et il peint ce tableau. Où d'ailleurs, vous voyez d'abord, c'est lui, Frédéric le peintre, c'est lui, hein, et en fait, c'est issu d'un rêve qui évoque quand il était dans l'armée allemande en Russie. Il cherchait, enfin tous les gens cherchaient à trouver la nuit un endroit où dormir, et il avait trouvé une espèce de petit isba vidé des personnes, et il s'est mis là, et donc là ça représente le rêve. Il flotte. Vous avez une poterie de Soufflenheim, parce qu'il venait d'une famille, sa mère était d'une famille de potiers de Soufflenheim. Donc ce tableau, il le décrit dans plusieurs textes, a eu beaucoup d'importance, et à partir de là, il y a effectivement pas mal de personnages qui volent. Quand on ira à Bischwiller, on en verra un tableau de la même époque. Si on va à Sélestat, il y a un magnifique tableau qui est à l'entrée de la bibliothèque humaniste. Là aussi, il y a, c'est un ange, je crois, qui vole. Voilà, donc c'est un thème qui revient. D'ailleurs, ce tableau... Ce tableau de 1950 est tout à fait prémonitoire de tout ce qu'il fera par la suite. Hein, on va retrouver la chaise, la table continuellement dans son œuvre, des pièces vides avec des chaises et des tables. Si on passe un peu plus loin dans les années Galère, voilà. Je pense que le premier ou le deuxième. Ces tableaux sont après celui qu'on vient de voir, et on s'aperçoit donc qu'on retrouve pratiquement des choses assez proches de Tampov. Il faut dire que toute cette période-là, c'est ce qu'il appelle ses années de galère. Et dans sa peinture, on le voit, sa peinture est sombre, sa peinture est violente. Il y a des personnages qui se battent, il y a des personnages qui luttent. Il faut vraiment sortir. Les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes. Il faut toujours qu'il y ait une
ouverture, il faut toujours qu'il y ait un ailleurs, il faut toujours qu'on puisse sortir de soi-même et de la pièce. Il faut partir, il faut être des pérégrins. Pour dire que Camille Claos était profondément cultivé, et je voudrais ici mentionner deux noms. Le premier, c'est celui de Hölderlin et de la poésie, et le second, c'est celui de Krishnamurti. Cette référence à la culture hindoue, à la philosophie, a compté beaucoup pour lui. Et c'est vrai que je me réjouis pour ma part de voir que, à l'initiative notamment de Jean-Louis Mandel, Camille Claos sort un peu de l'anonymat. J'aimerais pour ma part que sur le parc qui se trouve pas très loin de l'atelier qui était le sien, on puisse un jour, à l'initiative de la ville de Strasbourg, avoir le buste de Camille Claos, c'est peut-être une place. Je voudrais évoquer ici les contacts avec les milieux protestants, ce qu'on n'a pas évoqué, en particulier parce que le groupe Parole Image, qui était à l'époque animé par le pasteur Michel Guerrier, dont j'ai pris la suite, est allé à la rencontre de Camille Claos. Et j'ai eu donc, pour ma part, l'occasion à plusieurs reprises de lui rendre visite. Il y a une interview que j'ai pu faire de Camille Claos qui a été publiée à l'initiative de Michel Guerrier. Je voudrais dire aussi que lorsque l'Église de la Confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine prend pour l'année 2000 l'initiative de la réalisation de 7 peintures pour l'an 2000, il y a contact avec Camille Claos. Il est dans le cercle de ceux que nous avons retenus. Et je voudrais le remercier vivement pour la conférence que vous venez de nous proposer. Oui, il y a effectivement... Il y a effectivement des œuvres de Camille suite à cette action de l'an 2000, et notamment il y a une très grande résurrection dans le temple de Wolfisheim, et il y a une très grande œuvre, et il y a également à la chapelle du Neuenberg à Ingwiller une visite à Béthanie, qui d'ailleurs a eu plein de soucis, puisqu'à l'époque c'est le pasteur Hébert qui avait acheté l'œuvre pour la chapelle. Et quand le pasteur Hébert est parti du Neuenberg, les sœurs diaconesses n'aimaient pas du tout ce tableau et l'avaient mis dans un placard. Quoi ? Oui. Alors, la fin de l'histoire, c'est qu'il y a 3 ans, on a fait une première exposition Camille Claos ici même, à la médiathèque du Stift. Et à ce moment-là, j'ai contacté le Neuenberg et notamment Madame l'aumônier de l'époque, qui m'a dit au téléphone « Ah bon, on a un Camille Claos, première nouvelle ». Donc elle m'a dit « Retéléphonez-moi d'ici 2-3 jours, je vais le chercher ». Et donc elle était voir les sœurs diaconesses, il a dit « Oui, il est au fond du placard, là ». Donc on l'a sorti du placard, j'ai pu retourner au Neuenberg, le prendre en photo, et ils nous l'ont prêté pour l'exposition d'il y a 3 ans. Quand j'ai rendu le tableau à la sous-directrice du Neuenberg, je lui ai fait remarquer qu'il n'appartenait pas aux sœurs diaconesses, mais à l'établissement. Et depuis, il est réaccroché dans la chapelle. Voilà. J'ai eu l'occasion, dans les dernières années de la vie de Camille Claos, de le rencontrer. Il nous donnait des articles de temps en temps pour les saisons d'Alsace. Et d'ailleurs, c'est un des derniers interviews qu'il avait confié quelques mois avant son décès, dans un numéro de mémoire de la guerre. Et j'ai été frappé à ce moment-là, enfin dans ces dernières années, je ne l'ai pas connu avant, par une sorte de tiraillement qu'il avait entre d'un côté ce qu'on voit bien dans son œuvre, hein, on voit là maintenant sur l'image qui est là, on voit une aspiration, une élévation, un sens du salut, de la résurrection, et puis d'un autre côté, le vertige de l'abîme, de l'échec, un côté un peu dépressif qu'il avait. Je voyais un peu ce tiraillement
entre l'espérance et puis la tristesse, un peu parfois le désespoir. Et je pense que j'avais été frappé quelques années avant, j'étais assez proche d'Alfred Kern, qui avait fait ce merveilleux livre, Le bonheur fragile, où le personnage, peu ou prou, en tout cas est inspiré par Camille Claus, un ouvrage des années 50 qui avait été distingué par le prix Renaudot ou Interallié, je ne sais plus, un des deux prix. Et on avait déjà dans ce livre cette ambivalence, cette double facette de Camille Claus. Alors j'aimerais bien que vous disiez un petit peu plus sur ce qu'elle pouvait être, non pas cette contradiction, mais ce tiraillement sans doute fécond, la preuve, cette magnifique œuvre. Camille était un être torturé, angoissé, continuellement en quête, continuellement à la recherche de l'absolu, oui, comme dit Louise. Mais curieusement, effectivement, comme dans sa peinture, c'était un peu caché et enfermé. Ça ressort dans son journal, évidemment, énormément. Ça ressortait certainement à l'époque pour les gens qui l'entouraient du plus proche, c'est-à-dire sa famille. Mais c'est vrai que pour ses élèves ou ses collègues aux Arts Déco, cette partie de sa vie, de ce tourment continuel, de ce questionnement, mais tous les jours, si on prend son journal, il n'y a pratiquement pas une journée, à moins... Alors il y a des jours où il met j'ai pas un 40 figures de tel titre, point final, mais il y a des jours où il fait des tirades beaucoup plus longues, et là, alors là, ça commence, tout ça ressort. C'était un personnage extrêmement compliqué, en quête, angoissé, mais qui ne le cachait bien, quand il était en société. Puisque le pasteur Yves Parent a évoqué les aspects œcuméniques de son œuvre, je voudrais en évoquer un autre, presque, je ne sais pas comment il faut dire, anecdotique ou accidentel. Lors de la précédente exposition qui a eu lieu, donc c'était en 2000, ici même, il y a 3 ans, les petites sœurs des pauvres avaient prêté un très beau triptyque. Ce sont des anges sans visage, et elles n'ont pas voulu les récupérer. Je ne sais pas si elles ne les aimaient pas ou si elles n'avaient plus la place de les mettre. Et j'ai trouvé extrêmement dommage de les mettre, elles auraient pu finir aussi comme un œil d'âne dans un placard. Et j'ai choisi de les mettre dans mon bureau. J'étais président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-et-Lorraine pendant 10 ans. Et donc, pendant toutes ces années, ces œuvres m'ont, enfin, en tout cas depuis l'exposition jusqu'à mon départ, presque, oui, 10 ans, oui, pratiquement, ces 3 visages m'ont accompagné, visages sans yeux, enfin, quelquefois reproches qu'on a fait, mais que je trouve extrêmement apaisantes, m'ont inspiré aussi au quotidien dans mon bureau. Maintenant, je ne sais pas, elles sont dans l'exposition, on les verra tout à l'heure, je pense. Oui, elles ont été mises pendant l'exposition dans le... Elles sont dans le hall de l'UEPAL. C'est ça. Donc, vous pouvez les voir, pas ce soir, mais dès demain. Quand vous rentrez sous le porche, au lieu d'aller à droite à la médiathèque, vous allez à gauche et elles sont là sur le mur. Les œuvres des artistes n'ont pas toujours une vie facile. À ce point-là, on peut parler peut-être des 5 stèles de Célestat. Camille participe en 2000-2001 au Chemin d'Art Sacré. Il fait 5 grands tableaux pour l'église Sainte-Foy de Célestat. Ils sont accrochés à Sainte-Foy. Et voilà, c'est un des 5. Voilà. Et donc, suite à l'exposition, il décide de les offrir à la ville de Célestat, qui, dans un premier temps, décide de les laisser accrochés dans Sainte-Foy. Un jour, une dame âgée n'a pas supporté les nus qui s'étalaient sur les murs de l'église et les a attaqués à coups de parapluie. Et oui. Et donc, suite à cette agression, la ville de Célestat s'est donc retournée vers Camille. Camille qui a dit « Je ne veux pas que ces œuvres soient restaurées. Cette agression fait partie de leur vie. Comme les hommes, nous sommes tous, nous aussi, atteints
malade, agressé. C'est notre histoire personnelle, c'est l'histoire de ses œuvres, on n'y touche pas. Il y a eu des tractations entre la ville de Sélestat et donc Camille à l'époque, et il a été enfin décidé d'installer ses œuvres à Notre-Dame de la Paix, qui est donc une église qui est à côté de l'hôpital de Sélestat, où elles sont placées en hauteur. Et il faut attendre donc la disparition de Camille. La mairie se retourne vers la famille qui donne son accord pour la restauration des œuvres. C'est Martine Mismer, une de ses anciennes élèves, qui va restaurer les œuvres, et après elles vont être installées, donc ça a pris du temps, puisque c'est en 2006-2007 qu'elles vont être définitivement accrochées dans Notre-Dame de la Paix. Vous voyez les œuvres des artistes, il y a plein d'œuvres comme ça qui ont... On découvre à chaque exposition de nouvelles œuvres de Camille. Deux choses. Par le hasard des jours qui passent, dans les 2 pages du journal de Camille Claus qui sont exposées ici dans une vitrine, la page de droite est consacrée au début de ses travaux sur les icônes de la présence. Il dit, voilà, j'ai décidé de peindre ces icônes plutôt d'ailleurs qu'un chemin de croix qui lui était demandé. Et donc, c'est le début. Voilà. Mais la page de gauche, très bien écrite, sans aucune rature, est très méchante contre le maire de Sélestat, parce que c'est juste après l'histoire, effectivement, de la dégradation de ces œuvres à Sainte-Foy de Sélestat. Et donc, c'est écrit de manière très facile à lire, parce qu'il a une magnifique écriture. Donc, vous pouvez voir la page de gauche, que, effectivement, ça l'avait fortement déplu. Voilà, donc ça c'est une chose. Une deuxième chose peut-être, parce qu'on a évoqué le nom d'Alfred Kern, et je pense que c'est intéressant quand Camille Claus est allé à Paris, il a rencontré beaucoup en fait d'écrivains et poètes, peut-être plus que d'artistes peintres, en tout cas il a recherché. Sa première exposition à Paris, c'était dans la galerie des éditions Minuit. Vous savez, les éditions Minuit, c'était celles qui ont ensuite publié Beckett, etc. Donc, parmi les poètes ou écrivains qu'il a fréquentés, qui ont écrit sur lui, etc., il y avait Jean-Louis Bory, qui a eu le prix Goncourt en 1945, André Dhôtel, qui était un de ses très grands amis, qui a eu le prix Femina plus tard, et Alfred Kern, donc, qui a eu le prix Renaudot, et d'autres encore qui étaient connus, Jacques Brenner, qui lui était faiseur de primés, puisqu'il siégeait dans plusieurs jurys de prix. Donc cette fréquentation, cette attirance pour l'écriture et la poésie, etc., était très forte et a été reconnue par des écrivains qui comptent. En particulier, à Paris, il y avait un très grand ami de Camille, c'est Marcel Schneider. Il est beaucoup moins reconnu comme écrivain, pourtant c'est un écrivain fantastique, et il était pratiquement tous les mois chez Camille à la maison. Jean-Louis Bory venait une fois par trimestre, et ils étaient très souvent. Lui, il allait moins à Paris, mais eux, ils venaient à Strasbourg. Et c'était des week-ends de poésie, de lecture, de beuverie, de bonne bouffe. Parce que c'était aussi, par moment, un épicurien. Par moment. Par moment, oui.
Et à d'autres moments, ça pouvait être un asset. Ah oui, complètement. Juste une petite précision sur les images de la présence, puisque M. Mandel les a évoquées. À l'origine, je me trouvais donc à l'époque le président du conseil de fabrique. Depuis, donc j'ai vécu les 2 périodes de tous les tableaux qui ont été réalisés, donc les 4 grands tableaux, les 12 images de la présence, et puis le dernier tableau. Alors pour les images de la présence, puisqu'on les a évoquées, au point de départ, avec l'accord du conseil de fabrique donné sur le bout des lèvres, j'avais téléphoné à Camille Claus le 3 février 2002 et je lui ai proposé de réaliser donc, des tableaux sur le thème du chemin de croix. Pourquoi? Parce que je savais qu'il avait réalisé un chemin de croix qui avait disparu. Et en voyant les notes de Camille, je voyais que finalement ça ne correspondait pas du tout à son intention, ça j'ai découvert après en visitant l'exposition. Et donc il est allé dans cette direction un peu en marche arrière, il ne tenait pas vraiment. Et donc à un moment donné, on voit aussi dans les écrits que le 11 avril, il a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé. Et la veille du 11, il m'avait invité dans son atelier pour voir les premières réalisations. Et j'y suis allé avec mon épouse, qui généralement est très discrète, ne dit jamais rien. Camille Claus demande à moi-même et à lui qu'est-ce que vous en pensez, etc. Voilà mon premier jet. Alors, bon, j'opine, hein. Puis mon épouse, qui ne dit jamais rien, dit écoutez, M. Claus, ça ne me plaît pas du tout. Je ne savais plus où me mettre. Réponse de Camille Claus, eh bien, à moi non plus. Et donc, il s'est inspiré d'un livre. Je pu retrouver la date à laquelle je lui avais remis, parce que j'avais quand même eu vent que ce n'était pas le chemin de croix qu'il fallait réaliser. Alors, je me dis, pourquoi pas sur le thème de la lumière. Et à un moment donné, dans cette période, entre février et avril, j'ai donné ce livre, qui s'appelle Célébration de la lumière de Émile Choufani. Et là, on voit, il me téléphone quelques jours après l'avoir remis ce livre. Et écoutez, j'ai trouvé ma voie. Voilà. Au fond, la lumière, son idée avec les images de la présence, c'était la marche de l'obscur vers la lumière. Et voilà, on voit une dégradation et il faut être présent d'une certaine manière. Et c'est l'origine, effectivement, de cette série de 12 tableaux qui sont tout à fait exceptionnels dans les œuvres de Camille. Voilà. Je vais en profiter et juste rebondir sur ce que M. Goetz vient de dire. Et en fait, Camille nous a vraiment facilité le travail. Une chose qui a été très importante pour lui, c'était le millésime, la date. Donc, sur son chevalet, attendez, je vais démarrer le diaporama. Voilà. Sur son chevalet, tous les ans, le 1er janvier, la première chose qu'il faisait, c'était de noter le millésime, la date. Et vous avez comme ça toutes les dates jusqu'à la dernière, que vous voyez là, 2005, sur les côtés du chevalet. Donc ça, c'est très important parce que chaque tableau est millésimé. On a la date, on sait quand est-ce qu'il a été peint, et nous pouvons nous référer à l'arrière du tableau, où il y a le titre et il y a la période à laquelle il l'a peint, c'est-à-dire dans l'année. Il a peint, là par exemple, c'est un tableau qui a été peint du 31 octobre 69 au 6 décembre 69. Donc on a toute cette traçabilité et ça c'est assez royal parce que sans ça on ne pourrait pas faire le travail qu'on est en train de faire. Parallèlement à ceci, nous avons le journal. Donc, M. Goetz en parlait. Vous verrez après dans l'exposition, nous avons pu mettre sous les icônes de la présence le cheminement de création de l'ensemble de ces tableaux. Donc, à partir de 1947, il a commencé à constituer des cahiers d'écoliers. Donc, dans les premiers, il a collé des articles de presse et puis progressivement, il a commencé à écrire un journal au quotidien. Donc, c'est un journal avec une écriture qui est très fluide, on arrive très bien à la lire.
Et ça nous permet vraiment de reconstituer donc, pour chaque tableau le cheminement et s'il a été refait, détruit, abouti, et les périodes auxquelles il reprend ces tableaux. Parallèlement à ceci, il y a les carnets de croquis. Donc les carnets de croquis, les deux derniers, c'est ce que vous voyez là, sont encore en notre possession actuellement. Donc ils ont tous été déposés, hormis ces deux-là, à la BNU, donc ils sont visibles par tout le monde. Vous pouvez aller les consulter à la salle du patrimoine sur réservation. Et dans ces carnets de croquis, on retrouve des tout petits dessins en fait, qu'il faisait sur des bouts de papier, et des bouts de papier qu'il collait dans les carnets. Donc ça, ce sont les sa dernière série de dessins qu'il a fait et qui s'appelait l'île du peintre. Donc vous avez là la progression, des petits dessins avec un arbre sur une île, jusqu'au croquis à peu près définitif qui a donné l'aquarelle que vous voyez là et qui est le logo de notre association. Et ça, c'était une série d'aquarelles qui sont parues dans les DNA. Donc, juste pour vous donner un peu une rétrospective de ce qui a été fait les dernières années, nous avions deux expositions, une à Drusenheim, au musée Pazot, et en 2022, ainsi qu'en même temps une exposition ici à la médiathèque protestante, où nous avions fait une rétrospective complète de l'itinéraire de Camille Claus, avec des tableaux qui venaient depuis Tambov, enfin les tout premiers tableaux qu'il avait peints en revenant de Tambov, jusqu'au tout dernier. Nous avons cette année, enfin l'année dernière, une première exposition à Nidarosbergen, qui nous avait invités à faire une petite commémoration parce qu'ils ont donné le nom de Camille Claus à une rue. Et c'était une exposition qui nous a permis quand même de montrer une cinquantaine de tableaux. Vin Célestat, c'était la première quinzaine de juin. Nous avons eu quand même 1000 personnes qui sont venues voir l'exposition en 12 jours, ce qui est considérable. D'ailleurs, on le voit ce soir, vous êtes très nombreux. Il y a même des gens debout derrière plus de chaises. Et donc, ce qui prouve quand même que Camille a laissé quand même une sacrée trace dans la mémoire des gens. Donc, Célestat, suite à cette exposition, nous a téléphoné, nous a demandé si nous serions d'accord de donner le nom de Camille Claus à une maternelle. Donc, la maternelle qui jouxte l'église Notre-Dame de la Paix porte désormais le nom Camille Claus. Et puis il y a eu cette exposition qui a démarré en décembre et que vous allez pouvoir voir maintenant dans la foulée de la conférence. Voilà. Vous trouverez aussi le bulletin d'adhésion à l'association. N'hésitez pas.